J'ai pleuré à son enterrement, mais ce n'était pas pour lui. Quand ils ont refermé le cercueil, j'ai pleuré. Tout le monde a cru que c'était la tristesse. La veuve éplorée. La femme anéantie. Mais la vérité, c'est que pour la première fois en 50 ans, je pouvais respirer. Ne me jugez pas tout de suite. Écoutez-moi. Parce que ce que j'ai vécu derrière cette porte, personne ne l'a vu. Et ce que j'ai ressenti ce jour-là, beaucoup de femmes n'osent pas se l'avouer. Je m'appelle Carmen Ruiz, j'ai 70 ans. Aujourd'hui, je vis seul dans un petit appartement à Séville, avec une plante verte sur le balcon et un chat gris qui s'appelle Sombra. Mes enfants viennent me voir une fois par mois. Mes voisins me disent Doña Carmen avec un sourire triste. Ils pensent que je suis une veuve fragile, brisée par la perte de l'amour de sa vie. Ils ne savent rien, rien du tout. Mon mari s'appelait Ernesto. Pour tout le quartier, c'était un homme formidable. Ouvrier modèle puis contremaître. Toujours bien habillé. Une poignée de main ferme. Il aidait la vieille dame du troisième à porter ses courses. Il levait son chapeau pour saluer les femmes. Les hommes disaient « Quel type sérieux !»« Ta femme a de la chance, Carmen. » Oui, quelle chance. Derrière la porte de notre appartement, à Carabanchel, un quartier modeste de Madrid, Ernesto n'était plus le même. Dès que la clé tournait dans la serrure, son visage changeait. Pas besoin de gestes violents, pas besoin de cris. Il avait une manière de me regarder, comme si j'étais un meuble mal placé. Un meuble dont il fallait tolérer la présence. Carmen, cette robe est trop voyante. Tu vas tirer qui? Carmen, tu as encore mal fait les comptes. Tu ne sais rien faire. Carmen, ne ris pas si fort, les voisins vont croire que tu es une fille facile. Il ne levait jamais la main. Non, mais il n'avait pas besoin. Chaque phrase était une petite pierre. Une pierre posée sur ma poitrine. Au début, je les portais. Après 20 ans, je n'arrivais plus à respirer. Je m'appelais Carmen. Mais très vite, je suis devenue la femme d'Ernesto. Il contrôlait tout. Mes horaires, mes fréquentations, la longueur de mes jupes. Si je sortais acheter du pain, il savait exactement combien de temps cela devait prendre. Un peu plus, et il me questionnait. Tu t'es arrêté chez qui? Tu as parlé à qui? Si je me maquillais un peu, c'était pour qui tu te fais belle? Si je ne me maquillais pas, c'était tu es négligée, tu me fais honte. Je ne pouvais pas gagner. Alors j'ai appris à me faire discrète, à ne pas donner d'opinion, à baisser les yeux quand il me parlait, à rire tout bas, le soir, quand il regardait la télé, pour ne pas le déranger. Mes enfants, quand ils étaient petits, ne voyaient rien. Pour eux, papa était un homme sérieux, un peu sévère, mais respectable. Maman était juste, silencieuse. Ils ne savaient pas que le silence, ça peut peser des tonnes. Ils ne savaient pas que certaines nuits, je restais éveillé à regarder le plafond, à écouter son souffle régulier à côté de moi, et que je pensais « Mon Dieu, emmène-moi » ou « Emmène-le ». Mais je ne peux plus continuer comme ça. Et le matin, je me levais, je préparais le petit déjeuner, je mettais son café dans sa tasse préférée, celle avec une petite fissure qu'il refusait de jeter, et je souriais, parce qu'il fallait sourire, parce qu'une bonne épouse sourit, parce que si je ne souriais pas, il demanderait « Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Tu es encore de mauvaise humeur ?» Et c'était toujours de ma faute. Toujours. Il y a un mot que j'ai appris bien plus tard à la télévision, dans une émission de femmes. Violence psychologique. Avant, je ne connaissais pas. Je pensais que la violence, c'était les coups, les bleus sur la peau, les bras en écharpe, les excuses aux urgences. Je suis tombé dans l'escalier. Mais quand on vous dit chaque jour que vous ne valez rien, que vous êtes incapable, que vous avez de la chance d'avoir un mari comme lui, à force, vous le croyez. À 40 ans, je me souviens m'être regardé dans la glace de la salle de bain. Il y avait une femme avec des cernes, les cheveux ternes, les épaules voûtées. Je ne la reconnaissais pas. Où était passée la jeune Carmen qui dansait le flamenco avec ses copines? Celle qui voulait être coiffeuse, celle qui rêvait d'ouvrir un petit salon. Elle était morte, enterrée vivante sous le poids des regards, des silences, des tais-toi et des tu ne sais pas. Le pire, ce n'était pas la douleur, c'était l'habitude. On s'habitue à tout, même à l'enfer. On s'habitue à marcher sur la pointe des pieds. On s'habitue à éteindre la lumière du salon parce qu'il veut dormir. On s'habitue à ne plus inviter ses amis parce qu'après il fait la tête pendant 3 jours. J'avais une amie Pilar. Une fois, elle est venue à la maison. Elle m'a dit « Carmen, tu n'es plus la même. Tu ne ris plus. » J'ai voulu lui répondre, mais Ernesto est entré dans la cuisine. Il m'a regardé une seconde. Et j'ai baissé les yeux. Pilar n'est jamais revenue. Je crois qu'elle avait compris. Mais elle n'a rien dit. En Espagne, à cette époque, on ne se mêlait pas des affaires des autres. Ernesto est mort un mardi. Un infarctus. Foudroyant. Il était dans son fauteuil, un journal sur les genoux, un verre de vin rouge à côté. Il lisait les résultats du Real Madrid. Je préparais la paella dans la cuisine. Il a fait un bruit étrange, un genre de râle. Je suis accouru. Il était déjà bleu. J'ai appelé les secours. J'ai essayé de faire le massage cardiaque comme on voit à la télé. Mais je savais au fond de moi que c'était trop tard. Quand les pompiers sont arrivés, ils m'ont prise dans leurs bras. Doña Carmen, nous sommes désolés. Il n'a pas souffert. Pas souffert. Lui. Moi, j'avais souffert chaque jour pendant 35 ans. Mais ça, il ne savait pas. L'enterrement a eu lieu 3 jours plus tard. Une église pleine. Des collègues, des voisins, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Ma belle-mère pleurait dans un mouchoir en dentelle. Mes fils, grands maintenant, se tenaient droits comme des chênes. Mon petit-fils, 5 ans, demandait « Pourquoi grand-père il est dans la boîte? Moi j'étais au premier rang, robe noire.
Voilette, gants noirs, je jouais mon rôle, la veuve digne, la femme brisée. Et quand ils ont refermé le cercueil, ce bruit, ce claque du bois contre le bois, j'ai senti quelque chose de déchirant monter dans ma gorge. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Tout le monde a vu mes larmes. Ma belle-sœur a serré ma main. Un voisin a dit « Regardez comme elle l'aimait ». Mais il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Mes larmes n'étaient pas pour Ernesto. Elles étaient pour moi. Pour les 35 ans perdus. Pour la Carmen que j'avais étouffée. Pour toutes ces nuits à espérer qu'il ne revienne pas du travail. Pour tous ces « oui, mon amour » murmurés par peur. Et, oui, je l'avoue, il y avait aussi des larmes de soulagement. Un soulagement si immense, si brut, que j'ai eu peur d'en mourir sur place. Pour la première fois depuis mon mariage, je pouvais respirer. Vraiment. Sans avoir à écouter le bruit de ses clés dans la serrure. Sans avoir à me demander de quelle humeur il serait. Sans avoir à marcher sur des œufs. J'ai pleuré de joie. Mais j'ai jamais dit cela à personne. Après l'enterrement, les semaines ont passé. Les gens venaient me voir. « Pauvre Carmen, tu dois être si seule. Tu dois tant souffrir. » Je hochais la tête. Je faisais couler du café, je servais des biscuits, et à l'intérieur je flottais. Je flottais dans un silence propre, sans tension, sans peur. Je pouvais sortir à n'importe quelle heure. Je pouvais m'arrêter devant une vitrine sans avoir à me justifier. Je pouvais parler au boulanger, au facteur, à la femme du marché, sans qu'on me demande « Pourquoi tu as ri avec lui ?» Je pouvais porter une robe rouge. Je pouvais danser seul dans le salon avec la radio allumée. Je pouvais laisser la vaisselle dans l'évier jusqu'au lendemain matin. Mais très vite, la culpabilité s'est installée. Une culpabilité lourde, collante, comme une toile d'araignée. Quelle femme ne pleure pas son mari? Quelle épouse se sent heureuse après la mort de son conjoint? Tu es un monstre, Carmen. Un monstre égoïste. La nuit, je me réveillais en sursaut. Je voyais le lit vide à côté de moi, je touchais le drap froid et au lieu de tristesse, je sentais rien. Un vide, mais un vide doux. Et cela me terrifiait encore plus. J'ai consulté le curé de la paroisse. Un homme gentil un peu vieux. Je lui ai dit sans tout raconter. « Mon père, j'ai du mal à faire mon deuil. Je ne ressens pas ce que je devrais ressentir. » Il m'a répondu « Chacun fait son deuil à sa manière, ma fille. Priez, le Seigneur vous apaisera. » Il ne comprenait pas, personne ne comprenait. Je n'avais pas besoin de prière. J'avais besoin qu'on me dise que je n'étais pas folle, que d'être soulagé après 35 ans d'enfer. Un jour, par hasard, j'ai vu à la télévision une émission qui parlait des violences conjugales. Une femme racontait « Il ne me frappait jamais, mais il me contrôlait. Il me disait que je ne servais à rien. C'était moi, c'était exactement ma vie. » La présentatrice a dit quelque chose qui m'a frappé en pleine poitrine. La violence psychologique, c'est une prison invisible. Les barreaux sont faits de mots. Les gardiens, c'est la peur et la honte. J'ai éteint la télévision. Je suis restée longtemps assise dans le canapé, mon canapé, maintenant à regarder le mur. Et pour la première fois, je me suis dit, ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas à avoir honte. J'ai survécu, je n'avais pas souhaité la mort d'Ernesto. Je n'avais pas versé du poison dans son vin. Je n'avais pas prié pour qu'il meure. Mais j'avais prié pour être libéré. Et la libération est venue sous la forme d'un infarctus. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas passer le reste de ma vie à faire semblant. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je vis seul. Je cuisine quand je veux. Je dors quand je veux. Je ris quand je veux. Parfois, ma belle famille m'y critique encore. Elle s'est remise trop vite. Elle ne respecte pas la mémoire d'Ernesto. Ils ne savent pas. Ils ne sauront jamais. Et c'est très bien si. Je n'ai pas besoin qu'ils comprennent. J'ai besoin de vivre. Voilà mon histoire. Je ne l'ai jamais racontée à personne. Pas à mes enfants, ils idolâtrent leur père. Pas à mes amis, elles me prendraient pour une ingrate. Pas aux prêtres, ils me parleraient de pardon. Je la raconte ici, à vous, parce que je sais qu'il y a d'autres femmes comme moi. Des femmes qui sourient à l'enterrement de leur mari. Des femmes qui pleurent le soir, seules, non pas par chagrin, mais par soulagement. Des femmes qui se demandent si elles sont des monstres. Je ne suis pas un monstre. Je suis une survivante. Et toi qui m'écoutes, si tu as vécu quelque chose de semblable, sache que tu n'es pas seul. La honte n'est pas de ton côté. La honte est du côté de ceux qui ont volé ta lumière. Aujourd'hui, ma lumière est revenue. Elle est faible comme une bougie dans une pièce immense. Mais elle brûle. Et tant qu'elle brûle, je vis. Vraiment. Alors, dis-moi, toi qui as tout écouté sans me juger, est-ce que tu crois qu'une femme a le droit d'être heureuse après la mort de son bourreau? Ou est-ce que le devoir de mémoire l'oblige à porter le deuil d'un homme qui l'a tué intérieurement? Laisse la question flotter. N'ajoute rien. Regarde ton auditeur. Et attends.